donc, tu viens tu t'engages. Quel est le premier engagement pour le féminisme, vraiment, en tant que tel? Ben, Ajaccio, j'ai 17 ans. Ah oui. C'est le premier groupe femmes. C'était le premier même Ouais, non, c'était pas le premier mouvement de femmes en Corse. Hein. Il y a toujours eu des mouvements importants en Corse, notamment une nana qui s'appelait Victoire Canal qui avait monté un journal qui s'appelait L'Écho ou Ribambou, ça s'appelait, qui était féministe, qui était. Non, il y avait des féministes qui étaient importantes aussi dans le mouvement général. Et comment ça se passe comme expérience, cette expérience féministe en Corse? Eh bien, c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un qui me dit, une fille qui dit dans le groupe femmes qu'on avait créé, moi j'ai été violée. Et donc moi je venais du Maroc, tu vois, avec des machos, des mecs qui te sifflent toute la journée, qui te touchent le cul, mais violée jamais. Enfin, j'avais jamais entendu quelqu'un me dire j'ai été violée. Cet aveu. Ouais, enfin c'est pas un aveu, je sais qu'il n'y a que les coupables qui avouent. Ouais. Oui, comment tu dis alors? Confidence. Non mais t'as raison, la confidence. Ouais. Non mais c'est hyper important, on est nul. Je parlais avec Florence Moreno sur les mots, pareil, elle me reprend à chaque mot, quoi. Il y a une éducation à faire. Et donc, ça te fait quoi d'entendre ça? Eh ben, ça me fait, comme d'habitude, bondir de cette difficulté pour cette petite fille, enfin cette jeune fille à l'époque, de le dire. C'est la première fois de sa vie qu'elle en parlait. Ça se passe dans un lycée, c'est un mec qui est rentré dans le lycée, qui l'a chloroformé, qui l'a violé. Un truc bien glauque, quoi. Avec elle qui en parle pour la première fois de sa vie, que les parents ne comprennent pas trop ce qu'elle a, elle veut pas en parler, elle veut que ça reste entre nous. Et donc là, je commence vraiment à m'intéresser à... Mais c'est quoi le féminisme? Comment ça marche? Et puis je découvre que oui, en fait, le féminisme, il part à partir d'expériences individuelles et notamment de cette expérience collective des femmes vis-à-vis des violences. Et donc voilà, c'est notre premier contact avec... Comment ça se passe? Tu traverses donc la fin du XXe siècle en tant que féministe engagée. Et quels sont les combats? Il y a des périodes, il y a les années 70, 80, 90, ça change, ça évolue? 70, je sais pas, parce que là je suis trop petite encore, je vis encore au Maroc, j'ai 12 ans. Je me colle à toi. Donc je suis... C'est un pré-show, mes amis, on commence dans 7 minutes, mais c'était tellement passionnant de parler avec Marie, donc on commence dans 7 minutes, mais prévenez vos amis, partagez, vous connaissez. Vas-y, continue. Et donc non, en 70 j'étais trop jeune, mais je savais déjà au Maroc qu'il fallait être une petite fille différente des autres pour survivre à ce monde tellement masculin. Et donc j'étais ce qu'on a longtemps appelé un garçon manqué. Et voilà, et moi je répondais, mais non, je suis pas un garçon manqué, je suis une fille réussie. Et voilà, donc là, c'était déjà individuellement une posture que j'avais, parce que je trouvais ça vraiment complètement dingue que les gars puissent aller jouer au flipper et que moi je puisse pas aller jouer au flipper. Donc j'étais la reine du flipper, puisque évidemment quand une nana fait quelque chose qui n'est pas autorisé, il faut vraiment qu'elle soit la meilleure que les autres. Donc voilà, donc j'avais une attitude déjà un petit peu différente, on va dire. Et puis un jour il y a un gars qui m'a offert le deuxième sexe de Beauvoir. Voilà, donc je vais avoir 16 ans, je sais pas quel âge. Et là, c'est une révélation totale de me dire, mais non, mais cette dame, elle écrit des trucs que moi je pense, quoi, et que je sais pas exprimer, à part être en colère, à part m'énerver tout le temps, engueuler tout le temps tout le monde, me battre, casser la gueule au mec qui m'emmerde. Mais là, il y a quand même quelqu'un qui a pensé, qui a intellectualisé, qui a mis des mots sur ma colère. En fait, je le bois, exactement. Ça t'ouvre quoi? Ça t'ouvre l'esprit? Ça m'ouvre le fait que déjà je suis pas toute seule, je suis pas une fille à part, parce qu'évidemment quand on est le fait que moi je me bagarre, que je joue au flipper, que je conduise des motos, tant que c'est qu'une femme, en l'occurrence j'étais pas une femme, j'étais une petite fille, c'est rigolo, ça amuse. Évidemment si on est 300 000, ça amuse beaucoup moins. Et donc c'est ça que je réalise en fait, c'est que je ne suis pas seule. Si quelqu'un a écrit ça, et c'est qu'elle a donc pensé la question des femmes, et c'est que donc nous sommes des millions.
C'est ça la révélation en fait. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas un cas à part. Comment tu vois donc les décennies se succéder? Est-ce que tu penses il y a une évolution, une progression, des combats réussis? Oui, bien sûr, clairement. Il y a une... Tu participes à quoi comme, tu es sur tous les fronts? Pas trop, parce que donc, moi je suis partie beaucoup à l'étranger. Ouais. Costa Rica, tu m'as dit. Costa Rica. Alors, donc tu as grandi. Alors, tu viens de Corse, tu grandis non, je viens du Maroc. Tu viens du Maroc, tu as grandi au Maroc. Tu es né au Maroc. Né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Tu quittes le Maroc, tu as 17-18 ans. Pour aller passer le bac en Corse. Bac en Corse. Ouais. Et après? Après, je vais à Marseille et Aix-en-Provence pour faire des études de droit. Après, je bosse, je milite beaucoup dans des organisations politiques où il y a toujours des groupes femmes dans ces organisations politiques d'extrême gauche, on va dire. Et puis après, après ces années-là, où je milite plus globalement, c'est-à-dire avec cette théorie que si on arrive à changer le monde, si on prend le pouvoir, fatalement, la situation des femmes va aller s'améliorant puisqu'on sera tous égaux et que ce sera formidable. Bon, et puis après, je comprends que non, que c'est une grosse arnaque en fait et que non, ça ne marche pas comme ça. Mais donc je fais des études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et là, je pars pour la communauté européenne. Merci. Il vient de me donner un verre d'eau au cas où vous n'ayez pas vu. Je pars donc faire des diagnostics sur l'intégration des femmes au projet de développement durable financé par la communauté européenne. Donc au Costa Rica, on fait un projet qui prend aussi beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, la Bolivie, le Pérou, et donc on sort un rapport là-dessus où les femmes évidemment ne sont pas intégrées. Et après... je suis aussi envoyée par la communauté européenne en Amazonie colombienne. Pareil, pour voir... Tu m'étonnes que tu parles bien espagnol, on en parlait. Ouais. Ok. Voilà, donc là, c'est plutôt s'intéresser aux communautés amérindiennes, de voir ce qui a été financé par l'Europe, est-ce que ça a bien été fait. Donc ça aussi, c'est des projets plus globaux de récupération de la langue, de la survie des tortues, par exemple, de projets comme celui-là. Et puis quand je sors de la forêt, où je reste plusieurs mois, les Nations Unies me contactent parce que on est en 92, je crois, ils montent la première mission civile d'observation des droits de l'homme en Haïti. Haïti, d'accord. Donc je pars en Haïti. Et puis... tu es une féministe qui a fait le tour du monde, quoi. Ouais, un peu. Waouh. Impressionnant. Et à Haïti, alors j'imagine que c'est... Haïti, c'est extraordinaire. Alors là, je tombe folle amoureuse de ce pays. C'est éblouissant. Enfin, les gens sont tellement fiers d'être la première nation noire à être indépendante, à s'être libérée, que c'est assez génial. Et donc là, je deviens directrice régionale du nord du pays. Et notre boulot, c'est de traquer les policiers, les militaires qui tuent des militants, des militantes. Donc là, j'apprends vraiment à travailler avec des victimes de torture, de viol. C'est-à-dire ces entretiens? Oui, c'est des entretiens, exactement. Parce que nous, le boulot, c'est donc de faire des enquêtes, donc d'interviewer les gens, d'essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, de nous assurer que c'est... Dans quel cadre institutionnel, tu vois, cela? Les Nations Unies. Ah, les Nations Unies, oui, pour l'ONU. Ok. Voilà. D'accord. Donc le travail, c'est ça. Vous débarquez avec des médecins légistes, avec des psys, avec des... Après, plus tard, j'ai demandé à ce qu'il y ait un psy, parce que les gens avaient quand même très très peur et les équipes souffraient. Et toi, tu es en tant que quoi là, que directrice régionale. C'est-à-dire je suis dans le nord du pays, à Cap-Haïtien. D'accord. Et je dirige une équipe d'observateurs, donc il faut aller sur le terrain, enquêter, essayer d'identifier les responsables de tous ces maux-là. Voilà, et puis après on est évacué, parce que ça devient un peu dangereux. Et après, je suis partie au Guatemala, c'était avec les Nations Unies toujours. C'était le moment où il y avait un accord de paix entre le gouvernement et la guérilla. Donc là, il fallait faire sortir les gosses, les enfants soldats de l'armée. Il fallait reprendre les armes à la guérilla qui avait décidé de rendre les armes. Et puis après, toujours avec les Nations Unies, je suis partie en Afrique du Sud au moment des élections de Mandela de Klerk. Ah oui, non, ça c'était chouette. T'étais là où il faut. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu vois, le féminisme à ce moment-là, moi j'étais vraiment sur des moments un peu historiques en fait. Bon, c'est un peu le hasard, enfin.
Donc voilà, à des moments où c'était impossible pour moi de dire non, je ne vais pas aller en Afrique du Sud. Je m'étais battue depuis des années contre l'apartheid, aller voir sur place et échanger, participer, ou en tout cas regarder ce changement qui allait arriver. C'était fascinant. Wow. Extraordinaire. Voilà. Ben, merci pour ce parcours. Tu vas nous parler de comment tu agis aujourd'hui, ton action aujourd'hui. Mais on va commencer. D'abord, je vois que sur l'ordinateur, c'est un peu flou, mes amis. Donc, avant de commencer, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis avec Marie Servetti, qui est une militante féministe. Elle me racontait un peu son parcours de façon très, très résumée. C'est passionnant. On va souvent faire ça, des pré-shows avant de commencer véritablement. Donc, dites-moi si l'image est bonne de votre côté, en commentaire. Et puis, si l'image est bonne, ça veut dire je ne bouge plus et on commence à débattre. On a choisi ensemble, Marie, ce thème de viol contre liberté, connecté notamment à ton travail actuel dont tu vas nous parler un peu, et puis connecté à l'actualité où il se passe quelque chose dans le monde féministe que tu as bien donc connu et parcouru. En tout cas, concernant l'Occident, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu partages ce constat, qu'il y a quelque chose qui bascule, que le féminisme revient en force et plutôt déringardisé, de plus en plus, plutôt moderne, notamment pour la jeune génération qui commence à se dire il y a un truc qui existe qui peut nous concerner, et que ce qui commence à se ringardiser, on n'est qu'au début et je suis peut-être très optimiste, tu me diras, c'est quand même ce machisme, ce sexisme, cette organisation d'une culture anti-femme, on va dire, en général. Qu'est-ce que tu penses de ce constat? Et pendant ce temps, vous me dites, il y en a qui sont au Québec, tu vois, très bonne qualité, merci, bonjour à tous, on lit vos commentaires en direct, donc vous n'hésitez pas, vous intervenez, on va discuter avec Marie, et puis je lirai par bloc, comme je fais souvent avec vous, vos commentaires. Partagez sur vos pages, vos groupes, partagez plusieurs fois chacun. N'hésitez pas pour prévenir tout le monde, ça commence maintenant. Et puis à la fin, on finira par des questions-réponses. Une question et puis on répond de façon très rapide. Okay. C'est un peu, donc voilà, c'est les indisciplinés, je te les présente, c'est ma petite communauté philosophante. Voilà, ils sont là, vous êtes 30 et si vous partagez, on va être 60 dans dans quelques secondes. Donc Marie, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce qu'on vit dans le féminisme aujourd'hui en 2018, selon toi, avec ton recul justement? Alors, je ne sais pas si tous les gens qui ont participé à ces témoignages, à cette vague monumentale, se disent féministes déjà. Je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas sûre non plus qu'il y ait une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est à la fois institutionnelle, parce qu'on entend beaucoup, notamment des membres du gouvernement, parler beaucoup, communiquer beaucoup. Donc ça, c'est peut-être... c'est pas très nouveau. On avait aussi des ministres depuis Yvette Roudy. C'est pas nouveau non plus que des femmes essayent de faire quoi? Ils sont le petit point noir, c'est eux. C'est eux, c'est qui eux? Tous ceux qui sont derrière. Les 32 là qui nous regardent en ce moment, c'est ce petit point noir. On peut se regarder, mais tu peux aussi leur parler directement. Ouais. Ok, ils sont là, ils sont dans la salle là, tu vois. Alors bonjour tout le monde, bonsoir. Je te lirai les commentaires. Ouais, je les vois les commentaires et on voit, il y en a déjà un de commentaires qui montre que on n'est pas si. Merci Hélène pour le commentaire. On n'est pas si clair que ça, parce qu'en fait, je crois que les féministes, depuis qu'elles existent, n'ont de cesse de répéter le féminisme, ce n'est pas anti-homme. Mais on ne sait pas pourquoi c'est gravé comme ça dans le cerveau des gens que le féminisme pourrait être anti-homme. Mais non, le féminisme, c'est comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble de façon sereine et pacifique. C'est ça le travail des féministes. Ce n'est pas de dire les hommes, on ne veut plus leur parler. Puis c'est d'autant plus absurde que les féministes, elles sont comme n'importe qui. Elles ont des pères, elles ont des frères, elles ont des conjoints, elles ont des amants, donc des collègues de travail. Donc c'est quelque chose qui est très ancré chez tout le monde de se dire que le féminisme, c'est s'en prendre aux hommes. Non, le féminisme, c'est vraiment penser politiquement une autre façon de vivre, une autre façon de penser le monde. Est-ce qu'on pense le monde comme une concurrence permanente entre nous, entre les plus pauvres et les moins pauvres, ceux qui sont noirs, ceux qui sont blancs? Le féminisme, c'est vraiment penser le monde sur quelque chose de collaboratif. Comment est-ce qu'on collabore ensemble? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Quelle relation pacifique on a? Là, on est à côté tous les deux. Est-ce que je me sens menacée? Ben non.
Si j'étais anti-homme, j'aurais déjà pas accepté cet entretien. On est chez Marie, hein, pour vous dire. Donc, Voilà, je l'aurais encore moins convié chez moi parce que, a priori, ce serait un ennemi potentiel. Eh bien non, les hommes ne sont pas des ennemis potentiels. Ensuite, il ne faut pas confondre les hommes et un système qui est organisé pour fracturer en deux parties, de façon totalement binaire, les uns et les autres. Et donc, on sait que la société est organisée avec des rôles qui sont totalement sociaux, où on explique depuis qu'ils sont tout petits aux petits garçons ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire, et aux petites filles ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles doivent faire. Et ce n'est pas les mêmes choses. Et le féminisme, c'est contre ce système qu'il se bagarre, pas contre les individus. Sauf évidemment quand ces individus sont des individus qui sont des individus dangereux. Les hommes qui sont violents, les hommes qui frappent leur conjointe, les hommes qui violent des femmes et qui peuvent violer des hommes aussi. Donc ça, c'est ça notre combat, c'est d'essayer de comprendre un système pour le dézinguer et faire un système qui nous ressemble et qui ressemble à ce qu'on est en train de faire là, un monsieur et une dame qui ne s'agressent pas, qui ne s'insultent pas, qui ont des relations pacifiques et égalitaires, où là je viens de prendre beaucoup la parole, mais je suppose que Vincent va la prendre aussi beaucoup, et où on est respectueux l'un de l'autre. Et l'idée du féminisme, ce ne soit pas l'un de l'autre, mais les uns des autres, et que nous soyons, comme le dirait Jeanne Sénac, des semblables. Et c'est un combat qui est incroyable. C'est fou que ce soit si difficile à combattre, cette idée que nous sommes semblables. Bien sûr que nous sommes différents. Il a la barbe, je ne l'ai pas encore. Peut-être quand je serai vieille. Mais en tout cas, nous sommes semblables. Et c'est ça que je voulais répondre à ce commentaire qui disait pas le féminisme anti-homme. Parce que ce féminisme-là est totalement fantasmatique. Il n'existe pas. Écoute, en plus, il faut dire comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur un plateau de télé sur l'affaire Quanta. Une affaire qui soulève la France, deux camps en France. Un camp qui dit le salopard, il n'a pas assez payé, 4 ans c'est pas assez. C'est vrai que bon, il y en a qui se scandalisent et on peut peut-être comprendre. Et puis il y a un camp qui dit non mais il a payé, ça va arrêter, voilà. Bon, sur un plateau de télé, on a quelques minutes pour répondre. Là, je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, peut-être que vous avez un avis. Dites-nous votre avis sur cette affaire. Je trouve que c'est intéressant de commencer par cette affaire. Après, on ira sur ton travail au quotidien. Oui, bien sûr. Mais sur cette affaire Bertrand Cantat, comment tu vois le truc, toi ? Franchement, sans langue de bois, sans plateau télé, entre Moi, nous. je connais pas la langue de bois en fait. C'est ça qui est bien avec ces bien. militants. C'est pour ça que c'est là qu'on n'est aussi. pas on n'est pas des politiciennes, on est des militantes. Donc comment je vois les choses, comme toujours. Tout à l'heure, je regardais une vidéo qui a produit un groupe qui s'appelle le groupe F, que vous pouvez retrouver sur Facebook, et ils ont fait un montage de toutes les déclarations de gens comme Finkielkraut, Zemmour, Catherine Millet, etc., sur le mouvement Balance ton porc. Et Zemmour dit, oui, en 40, évidemment, elles auraient écrit Balance ton juif. Et j'écoutais ça et je me disais, c'est marrant qu'il n'ait pas pensé. Ça aurait été extraordinaire qu'on ait pu avoir à ce moment-là un hashtag « balance ton collabo ». Et c'est très rigolo qu'il nous assimile à des gens qui aurions pu dénoncer des juifs. Mais non, les féministes, qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles auraient dénoncé les collabos. Et cette façon de toujours transformer les choses est assez étonnante parce que d'essayer de faire croire que ce balance ton porc, c'est la même chose que ça, c'est complètement incroyable. Et pour Quanta, on arrive exactement à la même résistance en fait. Quand on était sur le plateau avec Vincent, et un monsieur disait mais donc alors il va plus pouvoir chanter ? Mais personne ne dit qu'il va plus pouvoir chanter, mais en tout cas pas avec notre argent déjà pour commencer, parce que les festivals c'est quand même notre argent. Et puis surtout, on ne se pose plus du coup la question de mais alors elle ne va plus jamais pouvoir jouer au cinéma. Et comme d'habitude, on inverse, on essaye d'inverser l'empathie. L'empathie devrait être vis-à-vis de cet assassin, et il n'y a plus d'empathie pour la victime. Et j'ai même entendu des gens dire, mais enfin, c'était quand même une femme, elle aurait pu partir avant, on tue pas comme ça du premier coup. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le victim blaming, c'est qu'à un moment donné, eh bien, c'est la victime qui
était un peu coupable quand même, un peu responsable. Et donc cette espèce de regard binaire permanent de « Oh ben le pauvre, maintenant il a payé, il peut rechanter, etc. » On ne dit pas il peut pas rechanter, on dit juste qu'il n'est pas obligé de faire de la pub comme ça et qu'il est encore moins obligé de dire des horreurs comme on est au Moyen-Âge, j'ai reçu une pluie de coups ». Que lui-même, vous vous rendez compte, quand il y avait une manifestation à Grenoble, il s'est dirigé vers une femme avec ses mains, il a pris sa tête et il l'a embrassée sur le front, quoi. Et la dame disait, mais j'étais liquéfiée d'abord qu'il ne me demande pas mon autorisation, que de ces mains-là qui sont quand même pas des mains anodines. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ça ? C'est que c'est toujours le même combat, en fait. C'est une résistance aux violences contre les femmes qui est assez phénoménale et qui est la partie visible de l'iceberg, en fait. Les violences faites aux femmes, c'est ce qui les écrase majoritairement. Moi, j'aimerais bien que vous parliez... Lulabi, je sais que tu es totalement fan de Bertrand Cantat. J'aimerais bien que tu t'exprimes, Lulabi, parce que toi tu voulais aller au concert, les concerts se sont annulés, tu étais en colère. Pour toi, Bertrand Cantat, il a bercé ton adolescence. Depuis une trentaine d'années, tu as l'impression vraiment d'être en osmose avec cet artiste. Donc je comprends que ça soit compliqué. C'est vrai, en plus il était plutôt à gauche. Il avait des textes jolis, beaux, voilà, il était engagé. Voilà. Donc je comprends qu'il y a une attache affective et que c'est très compliqué. C'est pas simplement on prend le parti des hommes contre les femmes, c'est aussi que ça brouille les pistes. Oui, bien sûr. Mais bien donc, sûr. N'hésitez pas à répondre et à participer, les amis, allez-y. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec ce que tu dis. Noir Désir, c'était impossible de ne pas avoir un disque de Noir Désir. Surtout que j'ai vu que t'as des disques, elle a des disques de Scorpion et tout. Ouais, non, t'aimes le rock. Ouais. Donc, bien sûr, évidemment, c'était quelqu'un qui se disait communiste libertaire, par exemple. C'était quand même quelqu'un qui représentait un mouvement fort contre le fascisme, contre Le Pen, donc, contre le capitalisme, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui, évidemment, regroupait beaucoup de gens derrière lui, avec lui, pour lui. Mais là, on parle d'autre chose, en fait. On dit juste, est-ce que ce gars peut se faire autant de pubs à partir de quelque chose qui choque les gens, sachant quand même que c'est pas anodin, une femme sur 3 meurt des coups de son conjoint ou de son ex-conjoint en France. Pas une femme sur 3, une femme tous les 3 jours. Absolument, ouais. Merci. Vous savez, les chiffres, les féministes, après on se fait, bon, pourrir sur les réseaux sociaux. Ils vont couper la séquence, ils vont la faire tourner en boucle, mais on aura la preuve que voilà. On se fait pourrir avec les chiffres, bien entendu. Caroline de Haas, on sait quelque chose. Exactement. Hommage à la camarade de Haas, voilà, qui a dû faire comme moi et ne pas finir la phrase totalement. Voilà, c'est 225 000 femmes qui sont victimes de violences au sein du couple chaque année. Donc c'est évidemment que ça peut que crisper le fait qu'ils remontent sur scène et qu'ils tiennent aussi ce type de propos où il explique que voilà, les féministes ont des ringards, que c'est le Moyen-Âge, que c'est violent et que, évidemment, un gars comme ça qui parle de violence, on a juste envie de mourir, quoi, parce qu'il a tué quelqu'un. Enfin, il a tué pas quelqu'un, il a tué une femme qui était sa compagne. Et puis, on parle même pas du cas de Christina, son ex-compagne, qui, dans un message audio qu'elle laisse, c'est ce que je disais à la télé, mais c'est un message absolument horrible de tout ce qu'elle pouvait vivre. Elle avait peur pour sa vie, elle disait à ses parents, donc elle parle à ses parents en hongrois pendant 7 minutes, bon voilà, on n'est pas dans du pipeau, et vraiment elle dit je suis enfermée dans un truc complètement barge, il est complètement fou, mais tout le monde l'aime dans la rue, tout le monde le prend pour un grand artiste, alors que moi je vis l'enfer, j'espère que vous entendrez à nouveau ma voix. Enfin, le truc est vraiment... Et ça, il n'a pas été inquiété pour ça du tout, hein, je veux dire. Non, pas à ma connaissance. Donc quand il dit j'ai payé, il y a du passif, hein, il aurait étranglé sa petite amie en 89, enfin, c'est pas juste one shot, quoi. Mais c'est rarement one shot. Alors là, il faudrait que tu nous parles un peu de ce que tu fais, parce que là, ça concerne ton métier actuel, quoi. Raconte-nous un peu. Moi, je travaille avec des jeunes femmes qui ont entre 18 et 25 ans, une moyenne d'âge de 20 ans, et qui sont victimes de toute violence sexiste et sexuelle. Et donc, c'est assez rare que un conjoint violent, par exemple, si on parle des conjoints violents, ait été violent qu'avec elle, ou qu'une seule fois.
Les violences, c'est un continuum, c'est-à-dire qu'on sait que c'est quelque chose qui va crescendo. C'est de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence administrative et économique, de la violence physique, de la violence sexuelle, jusqu'à l'homicide. Et donc, parfois, on sait bien qu'il y a des conjoints violents qui s'arrêtent... Justement, ouais. Je vais t'interrompre, excuse-moi, parce que Morgane dit « Quentin a été condamné pour avoir entraîné la mort sans le vouloir. 23 coups de poing. Les rapports disent que Quentin et 23 coups de poing, puis après, faire semblant que tout allait bien. C'est pas simplement 23 coups de poing. C'est un truc un peu lâche, quand même, on peut le dire, même extrêmement lâche, de faire semblant, voilà, tout va bien, etc. Donc, bon, il dit ça, Morgane. Les rapports disent que Quentin et Marie se sont sévèrement disputés. Je ne crois pas que Marie ait été battue. Mais tout simplement, ils ont eu une dispute qui a dérapé ce jour-là. Ils n'avaient pas de contrôle émotionnel, ni l'un ni l'autre. En tout cas, il y en avait un qui avait un contrôle émotionnel moindre que celle qui est morte. Ça, c'est clair. Il y en a déjà un des deux. Et après, ce que tu dis, est-ce qu'on meurt... Enfin, c'est un peu comme, vous savez, l'avocat qui dit que Alexia Daval, c'était un accident qui a été étranglé. C'est un accident. Donc, c'est toujours un accident. C'est toujours jamais sans le vouloir. Mais 23 coups de poing, quand même, ça en fait 22 où on a le temps de réfléchir. Un coup de poing, peut-être qu'il part si on est très nerveux. Non, mais surtout... 22 qui suivent, c'est beaucoup. C'est-à-dire que oui. On sait très bien, moi je ne sais pas si vous avez vu les mains de ce gars, les bagues de ce gars, 23, et que si vous avez vu aussi Marie Trintignant, 23 coups de poing, ouais, à mon avis, c'est pas sans faire exprès, quoi. Ça peut pas être accidentel. Non, mais encore une fois, on a des témoignages d'un vrai truc de jalousie, de possessivité, de trucs complètement délirants. Au-delà de l'acte, il y a un truc hyper toxique qui existe aussi là. C'est très glauque, il y a beaucoup d'accidents, dit Sandrine. Pulsion de mort pathologique chez Quentin, dit Hélène. Géraldina, oui, sauf qu'il a agressé d'autres compagnes, c'est fou ce déni. Liliane, dans mes consultations sociales, l'omerta règne. Je reçois beaucoup de femmes victimes, rappelle-nous ce que tu fais Liliane, de ces personnalités séductrices et qui arrivent à faire sortir des lignes l'entourage. Ça c'était un truc. Le bon gendre qui en fait est un tortionnaire. Anne qui dit « J'ai lu une critique des réactions des féministes version 2 alors que les hommes expriment des critiques bien plus sévères à l'égard du comportement de Quentin. C'est vraiment le profil des pervers narcissiques, dit Liliane. » Voilà, donc là tu peux continuer ce que tu disais, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à faire le débat. Je crois que tu as dit le mot-clé, Vincent. Le mot-clé, c'est vouloir posséder. Et lorsqu'on a des relations amoureuses, on n'a pas envie de posséder, on a envie d'être libre. Parce que ce qui est formidable dans l'amour, c'est que ça nous donne des ailes. C'est extraordinaire d'être amoureux. On n'a pas envie d'être possédé, on n'a pas envie d'emprisonner l'autre, on n'a pas envie qu'il devienne notre propriété, notre objet. Et c'est pour ça que moi, il y a sans doute parmi les conjoints violents des hommes qui sont des pervers narcissiques. Mais quand le phénomène est aussi massif, que les chiffres sont aussi sidérants, on ne peut pas juste psychologiser les violences faites aux femmes. Parmi tous ces gars, il y a sûrement des psychopathes, des pervers narcissiques, des mythomanes, des paranoïaques et je ne sais quoi encore. Mais c'est plus ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans quel système on s'inscrit. C'est-à-dire que on est vraiment dans un système de domination totale. Je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu sois là, je veux que tu arrêtes ça pour revenir avec moi. Et là, est-ce que c'est pervers narcissique ou pas? Je sais pas, moi je suis pas psychologue. Françoise, dis-nous ce que tu fais aussi comme métier. J'ai animé un café sexo mercredi dernier. Les hommes présents m'ont affirmé que les hommes agresseurs savent toujours parfaitement ce qu'ils font, cela m'a terrifié. Oui, et bien sûr, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils le savent d'autant plus que l'on sait que la plupart des hommes qui sont violents, ce sont des hommes qui eux-mêmes ont pu être soit enfants victimes, soit enfants témoins. Et donc on sait qu'on va retrouver chez les agresseurs une majorité d'enfants qui ont été eux-mêmes victimes de violences ou témoins de violences. Et chez les femmes victimes, on va retrouver aussi des femmes qui avaient été des petites filles témoins ou victimes des violences. Donc c'est bien sûr qu'ils savent extrêmement tout à fait ce qu'ils font, qu'ils ont observé quand ils étaient plus jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'un truc toxique, des injonctions paradoxales, comment on domine l'autre, comment on arrive à le faire entrer dans un système de terreur, parce que quand les victimes ne parlent pas, c'est qu'autour d'elles, ils ont réussi à fabriquer un système de terreur
où on n'est plus du tout dans le conflit, parce que le conflit, par exemple, on peut s'engueuler tous les deux maintenant, ne pas partager le même point de vue, et pourtant Vincent aura le droit de s'exprimer, et moi j'aurai le droit de m'exprimer, ce qui pourrait être la fin des choses et donc passer dans la violence, c'est si je prends mon verre et que je lui casse sur la tête. Là, c'est de la violence. Et ce n'est plus du conflit parce que j'essaye, par ce geste violent, de le faire taire et d'avoir le dernier mot. Dans ton métier, Marie, il y a 60 lits. C'est quoi ces lits? Alors, c'est 70, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Les Universels. Et qui, comment on le trouve sur Internet? On ne le trouve pas. Parce que c'est un endroit qui est protégé, parce que des femmes sont en danger. Ah oui, carrément. Oui, il y a des femmes qui sont menacées de mort, qui sont menacées d'être défigurées à l'acide. Donc ce sont des femmes qui sont cachées là, en fait. Donc toi, tu es directrice de ça? Voilà, moi je suis directrice de ce lieu. Depuis combien de temps? Presque 15 ans maintenant. Ah oui, donc tu as vu passer la violence sur les femmes, mais dans toutes ses largeurs. Exactement, à tous les niveaux des femmes. Quelle leçon, quelle vision t'en as? Tu peux nous partager cette vision si tu devais, ces 15 années-là, confronter la violence masculine contre les femmes? À part les choses qu'on attend, évidemment, que c'est horrible et tout ça, quelle philosophie t'en tirerais? Alors je ne sais pas si c'est une philosophie, 15 ans, tu as quand même du recul. En tout cas, ce que j'observe, c'est que moins la justice passe, et plus les violences sont inouïes, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un garçon violent qui n'est pas stoppé dans la violence qu'il inflige à l'autre, elle est sans fin. Et elle n'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on se dit, bon, mais là, on a touché le maximum de l'horreur. Eh bien non, il y a encore plus horrible toujours. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est de se dire... si la justice ne passe pas, on fait aussi de ces garçons, je dis ces garçons parce que comme les filles avec lesquelles je travaille sont si jeunes, elles sont plutôt en contact avec des jeunes garçons, ces garçons sont des bombes humaines en fait. Ce sont des mecs qu'on peut retrouver, à mon avis, sur n'importe quel champ de guerre, sans mais d'aucune espèce d'humanité quelconque. Ce sont des gens qui torturent, ce sont des gens qui commettent des actes de barbarie qui sont indescriptibles, qui brisent des corps, qui les marquent à vie. Et ces gens-là, il leur arrive pas grand-chose en fait. Et pourtant on se dit mais mince, le nombre d'affaires classées qu'il y a par exemple, c'est fou parce qu'il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves parce que les victimes, eh bien c'est jamais des bonnes victimes, elles se contredisent, elles disent que ça s'est passé mardi, mais quand on voit que mardi, ben non c'est pas possible puisque monsieur mardi il était au cinéma ou il était ailleurs, il est capable de prouver qu'il était ailleurs, mais bien sûr les victimes elles ont une mémoire qui est affectée parce qu'elles ont, exactement par tout ce qu'elles ont subi. Donc en effet, oui, c'était pas mardi, c'était mercredi. Mais c'est mauvais pour elles que c'est pas mardi. Et puis finalement, elle pleure pas assez. Et puis elle décrit de façon assez froide ce qu'elle a subi. Donc ça aussi, c'est suspect. Et puis elle a quand même été un peu délinquante. Elle a quand même volé une fois un portable. Donc tu dis qu'on trouve toutes les circonstances atténuantes pour atténuer finalement la condamnation. Et ce qu'on est en train de faire avec Quentin, ou ce qu'on a fait avec Alexia Daval, ou ce qu'on fait systématiquement, c'est-à-dire les circonstances atténuantes qui font que, alors il est pervers narcissique. S'il est pervers narcissique, c'est qu'il est donc malade. S'il est malade, c'est que c'est donc pas sa faute. Donc il faut le soigner. Regarde juste, pour revenir sur Quentin, l'Observatoire de la liberté de création affirme que Bertrand Cantat a le droit de chanter. Communiqué de l'Observatoire de la liberté de création, qui est un débat, etc. En tout état de cause, ce débat change de nature quand il se transforme en demande d'annulation de sa tournée. Cantat a le droit de chanter, les programmateurs sont libres de le programmer et chacun est libre Oui, on est libre de boycotter, on est libre de ne pas être d'accord, on est libre de manifester aussi. Bien sûr qu'il a... Moi, je suis d'accord, légalement, il a le droit de chanter. Mais ça ne m'empêche pas d'être très en colère et de voir ça comme une publicité absolument immonde faite d'un mec qui est complaisant, quoi. Il n'a pas donné la moitié de sa fortune aux enfants de Marie Trintignant pour faire amende honorable. Je veux dire, il donne pas la moitié de l'argent des concerts pour s'excuser. Il y a une ironie en plus, il y a une moquerie dans son regard, moi qui m'insupporte. Mais ça, c'est peut-être mon interprétation. Non, mais c'est vrai. Il y a une sorte de désinvolture qui m'insupporte complètement. Faut savoir quand même qu'il y a des histoires de viol qui finissent avec 8 ans de prison. Moi, je suis d'accord avec toi, la prison n'est pas une solution, mais on doit aussi comparer le
le comparable. Je veux dire, là, vous supprimez quelqu'un de la surface de la Terre, et c'est 4 ans, moi je trouve ça mais hallucinant, quoi. Enfin voilà, donc oui, il a le droit de chanter, on a le droit de ne pas être content et d'être en colère. Pour revenir à ce que tu disais, depuis 1974, il est dit que le viol traumatise. C'est quand même tardif. Hein. C'est un livre qui s'appelle Rape Trauma Syndrome. Donc en français évidemment c'est un titre à la rallonge. Le trouble de stress post-traumatique après un viol. Donc une sorte de toutes les dysfonctionnements de la personnalité sur le plan comportemental et émotionnel, qui a été analysé par la psychiatre Anne Wolbert-Burgess et la sociologue Linda Little-Holstrom. Et évidemment, ça montre ce que tu dis, toutes les névroses, toutes les phobies, une personnalité en miettes, détruite par le viol. Et ça, on ne peut pas le comprendre. Toi, tu dois le comprendre parce que tu es confronté à ces femmes-là qui ont vécu la violence, mais c'est très dur à comprendre quand on n'est pas confronté. Et c'est vrai que c'est tellement si peu une cause nationale au point où on soit imbibé de cette violence-là, que finalement, c'est toujours étrange pour nous de voir que le viol peut détruire. Allons dans notre thème, Marie. Viol contre liberté. Pourquoi ce thème et qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ouais, pour revenir, parce que là, tu citais beaucoup d'auteurs. Moi, je vous invite à aller regarder un site qui s'appelle Mémoire traumatique. Et donc, il y a une psychiatre en France qui travaille beaucoup là-dessus, qui s'appelle Muriel Salmona. Et son site est plutôt bien fait pour comprendre justement qu'est-ce que c'est la mémoire traumatique, comment ça marche. Et là, par exemple, si on parle de choc comme ça, où on est confronté à la mort, en fait, le viol, c'est ça, c'est une personne est confrontée à la mort. Donc, elle voit la mort en face, et son cerveau n'a pas de réaction, parce qu'il ne sait pas aller piocher dans sa mémoire. S'il y a un lièvre qui traverse devant ma moto, je vais freiner, je réfléchis même pas. Mais là, c'est comme un ordinateur, en fait, qui va essayer de chercher une réponse et qui ne la trouve pas, et il y a une dissociation entre psychique, exactement, neurologique ou neurobiologique, entre ce qui est en train de se passer et comment il faut qu'on trouve une stratégie pour ne pas mourir. Voilà, et donc c'est important parce que tu disais comment on a du mal à comprendre ça, et par exemple, on a d'autant plus de mal à tout comprendre que, je ne sais pas si vous savez, mais que le viol, il est illégal en France depuis 1792, qu'il est pénalement condamné depuis 1810. Et donc, ce n'est pas une affaire qui date d'hier. C'est pour ça que moi, ça m'amuse toujours quand on dit oui, tout d'un coup, on prend conscience. Mais ça fait même maintenant des siècles qu'on a pris conscience. Et il y a la première loi en France, elle est en 1980, donc c'est l'histoire récente. Mais cette loi de 1980 reprend beaucoup de jurisprudence de 1810, de 1856. Donc on voit qu'il y a eu, au travers des siècles, aussi le législateur qui a réfléchi, parce que ça ne nous tombe pas du ciel avec MeToo quand même. C'est quand même des millions et des millions de femmes qui sont violées à travers le monde. Mais enfin, pour répondre à ta question, pourquoi viol versus liberté? Parce que... Merci Hélène. Elle met le site. Mémoire traumatique. Ah super. Ouais. Traumaï qui a écrit. Ouais, attention, il y a une faute. Retrouve le HTTP. Parce que je pense vraiment que tant qu'une femme sera violée, toutes les femmes auront peur. Et ça change tout d'avoir peur. On ne prend pas l'anti. Voilà, c'est bon. Petite coupure, c'est rien mes amis, on continue. Est-ce que tu te souviens de ta phrase un peu? Oui, donc viol versus liberté. Pourquoi? Désolée si vous aviez entendu cette partie-là. Parce que tant qu'une femme sera violée dans le monde, eh bien, toutes les autres femmes auront peur. Et ça, donc je disais, ça change tout, parce que on ne prend pas l'espace public de la même façon. On est toujours un peu inquiète. On sait que on est toujours un peu inquiète des gens qui nous entourent. 65% des viols sont commis au sein de l'environnement familier d'une victime. Non mais redis le chiffre, c'est juste 65% des femmes sont violées dans leur environnement immédiat. Avec des gens qu'elles fréquentent. Exactement. Le voisin, le parrain, le cousin, l'oncle, etc. Ouais, donc ça c'est le plus. Mais n'empêche que, oui, il y a aussi des femmes qui sont violées dans la rue, il y a des femmes qui sont aussi violées dans le parking, même si c'est pas beaucoup, si c'est 1%. Dans notre tête, on est violé dans les parkings. Dans notre tête, on ne gare pas sa voiture à 2h du matin comme nos... Voilà, on reprend. Excusez-nous pour la petite coupure. Ouais, ça bug. Normalement, ça doit aller là, mais bon, on va voir.
Ok, c'est le bon lien, Nabil. Ouais, bravo. Bravo Nabil. Super, on a un geek avec nous. Super. Partagez les amis, hein. Partagez partout. Continuez de partager et de commenter. Oui, que disions-nous? Donc évidemment, quand que les femmes... le tonton, le grand-père dit Géraldina. Voilà. Et puis alors, cette histoire de violence sexuelle, que ce soit le viol, que ce soit la tentative de viol, l'agression sexuelle, on peut imaginer qu'un type qui nous attrape avant d'aller au boulot, soit se frotte contre une femme dans le métro avant qu'elle prenne son travail, on peut supposer qu'elle va être moins efficace au travail. Et donc on voit bien que ça vient polluer la possibilité des femmes d'être complètement émancipées. Alors bien sûr qu'il y a des femmes qui trouvent des stratégies. C'est par exemple le cas d'Elisabeth Lévy, c'est le cas c'est-à-dire qu'ils disent bon écoutez, c'est la vie, merde. Si un mec se frotte à vous, vous avez qu'à vous dire que c'est pas grave. Et puis voilà, c'est simple, il y a qu'à se dire c'est pas grave. Mais bien sûr que c'est grave, d'abord parce que ça fait très très peur. On est toujours prise évidemment par surprise. Le viol, ça sidère. Et donc comment est-ce qu'on pourrait se dire c'est pas grave? C'est impossible. Il y a quelque chose, une part de terreur qui envahit les femmes qui sont violées. Et ça, alors je vais citer juste deux, trois personnalités qui ont quand même expliqué qu'elles ont été violées. On a Clémentine Autain, à 23 ans, violée sous la menace d'une arme blanche, elle en a parlé. On a la tennis woman Isabelle Desmongeaux, voilà, dans les années 80-90, elle était joueuse de tennis, et elle, avec d'autres, violée par son entraîneur, Régis de Camaret, sauf qu'il y a eu prescription. Oui. Donc il a pu, ça faudra qu'on en parle de la prescription. C'est-à-dire, non, c'est trop tard, vous portez plainte trop tard. Et il a quand même pris 8 ans de prison ferme, 8 ans, on comparait avec Quentin, 8 ans de prison ferme, et puis il a fait un appel, il a pris 10 ans pour le viol de 2 pensionnaires mineurs de son club. Alors, le viol en milieu sportif, franchement, il y en a beaucoup. Et ça, je suis sûr que ça va péter dans les mois à venir, je l'espère. Entre le coaching sportif, les petites minettes et même les garçons qui subissent des agressions sexuelles dans le milieu sportif, je trouve que là, il y a une omerta qu'on attend vraiment que ça explose, comme dans la production cinématographique et d'autres. Et puis, il y a l'écrivaine Frédérique Hébrard, écrivaine et actrice. Elle a d'ailleurs sorti une belle biographie l'année dernière qui s'appelle « Elle était une fois », souvenir, chez Flammarion. Et elle raconte son viol. Donc le viol, la prescription, c'est quoi alors? Est-ce que tu trouves ça juste? Pourquoi ça existe ce truc? Pourquoi il y a une date et après cette date, l'autre est plus condamné, quoi? Alors qu'on parle de dissociation psychique et on parle de difficulté à remettre son esprit, d'autant plus s'il y a de la drogue ou si c'est fait avec du chloroforme ou des drogues hallucinogènes. Mais parce que... Toi qui as fait du droit. Pas longtemps. Pas longtemps, mais bon. Pourquoi il y a... Je devais être trop tordu pour faire ça. Ouais. Qui empêche de juger celui qui a commis un viol. Parce que le législateur se dit qu'au bout de 20 ans, on va plus se souvenir de ce qui s'est passé, que ça va être trop compliqué de retrouver quelque chose de cohérent, et que voilà, tout le monde a le droit aussi de passer à autre chose. Et que pas pour les meurtres. Pour les meurtres, ça marche pas comme ça. Pour les meurtres, il doit y avoir une prescription aussi. Oui, qui est plus longue, mais il y a une prescription pour tous les êtres humains. Mais quand tu dis, par exemple, il a pris 8 ans pour un viol, mais n'oublions pas que... Ça bug apparemment, mes amis. Dites-nous si ça bug ou pas. Voilà, normalement, ça doit... Moi, je vois que tout est clair, mais dites-nous si ça marche ou si ça bug. Désolé, hein. Vas-y, non mais continue, on va voir leur réaction. Je sais plus ce que je disais. Oui, 8 ans, tu disais 8 ans. Mais il ne faut pas oublier que le viol est un crime. Ouais. Et il est traité exactement de la même façon qu'un assassinat, un meurtre. Donc 8 ans, déjà c'est très rare que quelqu'un soit condamné à 8 ans de prison pour un viol. Et c'est pas grand-chose, parce qu'il faut se dire que c'est une part d'une personne qui l'a tué aussi. Alors bien sûr, elle est vivante physiquement, elle dit coucou, mais on sait très bien que ce sont des années de travail pour se reconstruire après un viol. Et c'est tout le travail justement que fait Muriel Salmona pour dire que plus on prend en charge psychiquement les victimes de viol, et plus on a des chances qu'elles s'en sortent. La femme là, qui a témoigné, Sabrina, lors du procès du mec là, Rançon,
qui 20 ans après les faits a revécu en direct dans le tribunal ce qu'elle a subi par ce mec. Et voilà, et depuis 20 ans, de temps en temps, elle fait des crises de paranoïa, de temps en temps... donc on voit bien que c'est une victime qui, depuis 20 ans, parce que personne n'a pris en considération ce traumatisme-là, n'a pas réussi à vivre, en fait. Donc, et oui, il faut peut-être poser un délai de prescription plus long, mais il faut surtout, avant de parler de prescription, de se dire... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un commissariat quand une victime va porter plainte pour viol ? Il y a des témoignages qui remontent de plus en plus. D'ailleurs, le groupe F appelle aux témoignages de comment on a traité votre plainte au commissariat. Et c'est assez intéressant. Moi, je suis même pour qu'on enregistre sur des téléphones portables ce qui se passe. Ouais. À un moment, on a tous des portables. Je trouve qu'on les sous-utilise à ce niveau-là. On peut très bien avoir des traces audio et des traces vidéo, mais audio. De comment ça se passe, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Oui, mais alors malheureusement, les victimes, quand elles vont au commissariat, elles sont tellement stressées qu'elles n'ont pas le réflexe de sortir leur téléphone et bien enregistrer. Je tiens vraiment à donner la définition légale du viol. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, et 4 choses, par violence, par contrainte, par menace ou par surprise. T'en penses quoi de cette définition ? Mais c'est une vieille définition en fait qui date justement je crois, d'un arrêté qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, le Duba ou un truc comme ça. Ouais. Et la surprise, par exemple, c'est un homme qui était rentré dans le lit d'une femme et elle pensait que c'était son mari. Et en fait, c'était un autre homme qui l'avait violée. Et d'où la surprise. Voilà, donc... Violence, contrainte, menace, surprise. Ouais, déjà c'est un pléonasme, viol et violence. Et c'est ce qui fait, par exemple, peut-être, ce violence qui est dans la loi, que les gens imaginent que, en plus du viol, il faudrait qu'il y ait autre chose. Il faudrait qu'il y ait une arme, il faudrait qu'il y ait des violences supplémentaires. Et on l'avait bien vu lors de l'affaire DSK, par exemple. Yvan Levaille, que nous aimions tous beaucoup, qui était un journaliste assez connu, qui était l'ex-compagnon de Anne Sinclair, qui avait dit « Mais non, mais c'est pas possible, puisqu'il n'avait pas de couteau. » Il n'a pas pu la violer puisqu'il n'avait pas de couteau. Mais on a l'impression que c'est débile de dire ça. Mais en vrai, dans l'imaginaire des gens, le viol ne peut être accompagné que d'un acte autre violent. Être armé, etc. Voilà, donc peut-être un jour il faudra retravailler sur cette définition. Non, mais simplement prenons le cas de Harvey Weinstein. Bon, c'est lui qui a déclenché cette immense levée de parole en octobre dernier. Il aurait quand même harcelé, agressé sexuellement, voire violé 80 femmes. Il n'y a pas de couteau là, il n'y a absolument pas de couteau. Mais c'est un système de chantage, d'intimidation. Il leur disait après, j'ai des oreilles et des yeux partout, un coup de fil et tu es éliminé de t'as plus de carrière. Je vais vous citer juste quelques noms de femmes qui ont été agressées, violées ou harcelées par ce sinistre personnage. Vous allez voir, c'est des gens assez connus. Rosanna Arquette, Emma Decaune, Judith Godrèche, Angela Jolie, Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux et Uma Thurman, parmi 80. Donc y a du chantage, il y a un rapport de force et il y a un sentiment d'impunité absolument démentiel. Et puis il y a surtout des hommes qui aident, il y a surtout, même des femmes, il y a surtout toute une machinerie qui se met en place. Absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on parle de système. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que les féministes sont contre les hommes. Elles sont contre un système où les agresseurs ont une vraie stratégie. Et l'une de leurs stratégies, c'est de recruter des alliés. Et encore une fois, si on reparle de DSK, par exemple, on a vu à quelle vitesse il avait pu avoir des alliés. Donc je parlais tout à l'heure de Yvan Levaille, mais c'était aussi le mec là qui dirigeait Marianne, Jean-François Kahn par exemple, qui avait dit bon ça va, c'est bon, c'est du troussage de domestiques. Jacques Lang qui avait dit c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Il y en avait d'autres qui se moquaient de Nafissatou voilà, les pas belles. Comment un mec comme ça elle réussit, limite elle réussit grâce à exactement. Donc il y a des alliés très très puissants qui tout d'un coup disent mais ce n'est pas possible. Un communautarisme masculin en fait. Ouais, un système qui défend ses privilèges. C'est
pas un communautaire, c'est pas communautaire, c'est vraiment un système qui permet de continuer de dominer et d'être ensemble. Et donc c'est évidemment dans les violences. Vas-y. Bon, donc oui, ça avait coupé. Ouais, désolé. Donc c'est ça, ce système, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg et cette stratégie des agresseurs qui savent absolument. On parlait de couteau tout à l'heure, mais le couteau de Weinstein, c'était quoi? C'était de dire, tu bouges une oreille, ta carrière est terminée. Et c'est comme un couteau en fait, c'est ça la menace, qu'on soit armé d'un couteau ou qu'on soit armé d'un pouvoir qui permet de briser ou pas la carrière d'une personne. Mais là on parle de personnes très connues, mais ça peut être la même chose au travail, ça peut être le petit chef qui fait exactement la même chose, ça peut être... Et le système est toujours le même en fait, je vais... t'enfermer dans quelque chose qui est l'ordre du chantage, de la peur, et les conséquences pour toi vont être bien pires que pour moi. C'est ça le message qui est envoyé aux victimes. Et c'est bien pour ça qu'on est tellement agacé lorsque la justice ne fait pas son travail. C'est parce que quand elle classe une affaire trop vite, eh bien c'est ça qu'elle dit aussi à l'agresseur. Elle vient conforter ce qu'il a mis en place. J'ai été impuni par tout mon entourage, et puis la justice vient confirmer que je suis intouchable. Et évidemment, si on reprend encore DSK, tout le monde explique que DSK n'a rien fait, puisque la preuve, il est libre. Mais non, il a dû faire quelque chose, puisque la preuve, c'est qu'il a dû payer très très cher pour ne pas aller en prison. Mais comme il a passé un contrat pour que l'affaire ne sorte jamais, eh bien évidemment, la conclusion, c'est il est donc innocent. Ben non, il n'est pas innocent. Je vais lire quelques commentaires si tu veux bien, Marie. Nabil, donc, qui nous conseille que si ça bug chez vous, rafraîchissez la page Facebook. C'est un bon conseil, Nabil, merci. Géraldina, et quand c'est dans la famille, le viol, c'est doublement perturbant et dramatique. Faut que tu nous parles de cas un peu précis que tu as rencontrés dans ces 15 ans où tu étais en contact des femmes victimes de violences. J'aimerais bien que tu me cites 2-3 anecdotes qui nous rendent la chose un peu plus tangible. Christine, après ses abus à l'âge de 9 ans, ma grand-mère n'a plus jamais été la même. Elle était avant gaie et pleine de charme, elle est devenue taciturne et résignée. Changement de personnalité, d'humeur. Liliane, elles ne sont pas crues ni soutenues. Bonne idée, la trace audio, je leur dirai. Il m'arrive souvent de rappeler le commissariat pour les forcer à prendre la plainte. Je vois rouge devant cette désinvolture. On est au Québec avec Liliane. Nabil, on devrait former les assistantes sociales, ça c'est au Québec, il y a ça, à accompagner les victimes de viol au commissariat. Au Québec, ils ont un organisme qui permet ça. Françoise, Hélène, le silence des femmes vient de leur peur, sans doute de mourir, qu'elles ont connu au cours du viol ou autre agression. Géraldina, c'est lui, mais ça peut être un patron. Elles permettent de libérer la parole comme elles sont connues, les actrices, les comédiennes. Ils protègent leur système, demande Sandrine. Hélène, madame, je ne connais pas votre nom. Il est en description, Marie Servetti. Je ne connais pas votre nom, mais j'espère que vous avez de bons débriefings avec des thérapeutes pour votre équipe, car travailler sur ce sujet est très destructeur pour vous aussi. Tiens. C'est très gentil. Merci beaucoup, Hélène. Oui, en effet, quand on travaille, vous avez vraiment parfaitement raison, toute la journée à entendre des récits d'une violence absolument inouïe, bien sûr qu'il faut encadrer les équipes. Et nous-mêmes, on fait ce qu'on appelle de l'analyse de la pratique professionnelle. Ça se passe comment ? Alors, c'est un psy ou une psy. Donc, nous, on a décidé d'en prendre 2, de prendre un homme et de prendre une femme. Une femme qui est psychologue, psychothérapeute, clinicienne, et qui, elle, est particulièrement formée sur les enfants victimes de violences. Et donc, c'est important de travailler avec cette femme. Elle s'appelle Karen Sadlier. Elle est assez connue dans notre milieu pour son travail avec les enfants. Et parce que nous accueillons aussi des jeunes filles qui ont 18 ans et qui ont été parfois victimes de viols nourrissons, qui ont été victimes de viols vraiment toutes bébés. Et donc, c'est important pour nous aussi qu'elle nous éclaire en permanence sur comment est-ce qu'on travaille avec ces jeunes femmes. Mais aussi, bien sûr, pour travailler avec l'ensemble de l'équipe. Parce que, vous savez, quand on travaille avec des femmes victimes de violences, bien sûr, c'est éprouvant pour les équipes, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome vicariant,
qui fait qu'au bout d'un moment, les personnes qui entendent toute la journée des violences aussi inouïes finissent par avoir exactement les mêmes symptômes que les victimes. Et donc, il faut vraiment travailler à pouvoir prévenir ce syndrome vicariant qui n'est absolument pas reconnu en France, ni par la médecine du travail, ni par personne. Et donc, de pouvoir organiser les services pour que les gens, enfin les équipes puissent aller respirer. Moi, mes collègues, par exemple, elles vont faire du sport, elles prennent un vélo, elles vont faire le tour du pâté de maison, on coupe à un moment donné. Enfin, voilà, d'arriver à trouver des systèmes dans l'association pour qu'elles-mêmes puissent avoir des moments de respiration et avec des professionnels où elles peuvent exprimer parfois leur désarroi et la difficulté de continuer d'écouter, et puis aussi que nous on prenne soin de nos collègues pour qu'elles puissent continuer de travailler sans être pollués aussi dans leur propre vie privée, parce que quand je dis le syndrome vicariant, c'est avoir les mêmes symptômes, ça veut dire c'est se réveiller la nuit en hurlant, c'est voilà, ce sont des manifestations extrêmement violentes aussi pour elles de ce qu'elles entendent toute la journée, et puis aussi la plaque tectonique de leur vie qui bouge, parce que souvent ce sont des femmes qui ont vécu dans des environnements familiaux qui étaient plutôt bien traitant, ou avec une bonne maman, un bon papa. Et là, tout d'un coup, c'est tout qui bouge, et souvent, ce sont des jeunes collègues, donc elles ont aussi un peu plus peur de prendre le métro, un peu plus peur quand un homme leur demande l'heure dans la rue, et donc tout ça, ce sont des choses, effectivement, qu'on doit parler. L'aptophobie, la peur d'être touché, ouais, absolument, agoraphobie, la peur d'être... Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais te citer un exemple de fiction, et après, j'aimerais que tu me racontes la réalité. Dans le Dr House, tu connais cette série, à la saison 3, épisode 12, qui est peut-être l'épisode le plus philosophique de la série, le fameux... Voilà, on est de retour, excusez-moi. Donc, ce fameux docteur est confronté à une femme qui a subi un viol, qui veut vraiment lui parler rien qu'à lui, et qui est enceinte, et qui refuse l'IVG, qui ne veut pas avorter. Et il y a un entretien très sur le sens de la vie qui se met en place entre le docteur et elle. Et pour qu'elle puisse changer d'avis, qu'elle puisse finalement reconnaître vraiment le viol et décider d'avorter, il doit aussi lui laisser des témoignages de son propre secret à lui en tant que docteur. C'est-à-dire qu'elle est désireuse de savoir quelle est sa faille, quel est son trauma, pour pouvoir raconter son trauma. Au début, il dit « j'ai été battu par ma grand-mère ». On apprend qu'il a donc subi de la violence quand il était petit. Beaucoup de choses s'expliquent dans sa personnalité grâce à ça. Et puis, ils font une promenade, et à un moment, il lui dit « non, c'était pas ma grand-mère qui m'a battu, c'était mon père ». Et à partir de là, elle, en face, va pouvoir changer et avouer qu'effectivement, elle est traumatisée et qu'elle va avorter. Ce genre d'échange comme ça, je parlais d'aveu dans ce sens-là, mais tu as raison, c'est pas un aveu. Mais cette confidence, comment tu l'obtiens, quel dialogue tu as? Parce que toi, tu as été confronté à des gens qui ont vécu la violence sur tous les niveaux, le niveau guerrier, le niveau sexuel, partout dans le monde. Ce dialogue compliqué, comment tu fais pour éviter la vicariance, par exemple? Qu'est-ce que tu instaures pour qu'il y ait de la confidence et de la sécurité? Alors, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la sécurité et la confidence, ça s'amène sur, par exemple, dire... Voilà, tu peux... Donc, comment tu fais? Oui, comment on fait pour recueillir des confidences? Déjà, en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, dans l'équipe, on n'est que des femmes. Et la différence avec le Dr House, c'est qu'on est des femmes, justement. Et que c'est l'histoire collective des femmes, les violences. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai jamais été violée, j'ai jamais eu de conjoint violent, mais on m'a déjà touché le cul, je suis tombée sur un exhibitionniste, bon, voilà, je crois que pas une femme peut dire, non, franchement, ça m'est parfaitement inconnu. Donc déjà, on a cette histoire collective qui nous rassemble, même si c'est à des degrés, évidemment, très différents. C'est pas la même chose que d'avoir un mec qui touche le cul qu'un mec qui viole ou qui frappe une femme. Évidemment, ça n'a rien à voir, mais ça parle. Moi, souvent, je dis, des fois, quand il y a des jeunes filles qui sont noires, je leur dis, vous voyez, moi, j'ai jamais fait l'expérience d'être noire. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je peux que être solidaire de vos combats, mais je ne sais pas ce que c'est d'être discriminée tous les jours. Par contre, être une femme, je sais ce que c'est. Et donc, ça, par contre, c'est ça qui nous unit. Et donc, voilà. Donc, déjà, c'est de se reconnaître entre pairs, finalement, et de ne pas nier nous-mêmes
que, oui, toutes les femmes, en tout cas une immense majorité de femmes, a toujours une anecdote à raconter. Donc ça, c'est déjà une façon d'être en sécurité. Et l'autre chose, c'est de se dire que, ok, c'est un slogan, mais c'est un slogan qui marche bien, c'est que la honte doit changer de camp. Ce n'est pas à la victime d'avoir honte. Et à partir de là, le dialogue est facile. Il n'y a pas besoin de passer par des trucs très complexes comme Dr House, là, pour dire, d'abord je te raconte ma vie, puis ensuite tu me racontes la tienne. Non, c'est pas obligé du tout. C'est, voilà, nous on a un questionnaire, par exemple, qui est très clair. Avez-vous été victime de viol? Ben oui, ben écoutez, c'est fou parce que c'est la première fois de ma vie qu'on me le demande. Voilà, ben vous, le viol, vous savez, c'est un crime qui est passible de 15 ans de prison. Et s'il y a des circonstances aggravantes, 20 ans, le saviez-vous? Ben non, je ne savais pas, je ne croyais pas, je ne pensais pas que c'était ça, mais comment ça marche? Et du coup, il y a une discussion sur le viol, ok, elle a été violée. Ça ne devient pas non plus le truc de « Ah là, ma pauvre, vous avez été violée ». Non, c'est ok, ben ça arrive à 200 femmes par jour. Une femme est violée en France toutes les 7 minutes. Donc voilà, une femme est violée toutes les 7 minutes en France, ça en fait 200, 230 par jour. Donc fatalement, on côtoie tous des femmes qui sont violées là, maintenant, tout de suite. Donc les chiffres sont absolument astronomiques. Donc à partir du moment où on en fait un regard aussi de comment fonctionne la société, et pas seulement un problème de la personne, parce que c'est ça qui est renvoyé aux femmes qui sont violées. Mais comment étiez-vous habillée? Ah, mais vous aviez un peu bu. Ah, mais etc. Moi, c'est ce que j'entends toute la journée, hein, de jeunes femmes qui disent ça. Oui, mais madame, c'était un peu de ma faute aussi. J'avais mis ma jupe. Elles ont intériorisé le truc. Complètement, bien sûr. Les victimes et c'est ce qui fait que ça les empêche d'aller porter plainte d'ailleurs, parce qu'elles ont toujours une part de culpabilité. Depuis qu'on est toute petite, on nous explique qu'il faut se tenir comme ceci, qu'il faut s'habiller comme cela, qu'il faut pas avoir confiance aux garçons, qu'il faut avoir peur, que je sais pas quoi. Donc le jour où on a fait confiance, par exemple, tu voulais que je raconte une anecdote, mais par exemple une jeune femme qui se retrouve à la rue après avoir été complètement fracassée par son père. Elle se retrouve à la rue, elle rencontre 2 garçons, elle leur dit « Écoutez, je suis dans la merde, je suis à la rue, mon père vient de me mettre dehors, j'ai la gueule complètement tuméfiée. » Et les mecs lui disent « Écoute, si tu veux, nous, on a une chambre d'hôtel, t'as qu'à venir te reposer dans la chambre et passer la nuit à l'hôtel, comme ça au moins tu seras en sécurité. » Donc elle dit « Super, merci les gars, elle les connaît pas. » Donc sur le chemin, elle raconte sa vie, qu'elle ne connaît pas Paris, elle a déboulé à Paris parce qu'elle s'est enfuie, qu'elle a pris un train pour arriver à Paris après que son père l'ait castagnée. Elle monte dans l'hôtel, elle prend une douche, elle sort de la douche avec une serviette autour du corps, elle se met un pyjama, enfin je sais pas quoi, un t-shirt, je sais pas quoi. Elle s'allonge sur le lit, là il y a un des 2 garçons qui vient sur le lit à côté d'elle, il la viole. Une fois qu'il a fini de la violer, eh bien, son copain prend la relève. Et alors, elle a été violée comme ça toute la nuit. Ils l'ont mise dehors à 7h du matin. À 7h du matin, elle est allée à la police en disant « Mais qu'est-ce que je fais? Voilà ce qui m'est arrivé. » Elle ne savait plus où était l'hôtel. Elle ne savait plus rien du tout. Vraiment, elle avait tout oublié. Et là, que dit la police? C'est « Mais comment ça, vous avez été violée? C'est pas possible. Ils vous ont pas forcé à venir à l'hôtel quand même. Enfin, vous auriez pu quand même imaginer qu'aller dormir avec 2 garçons et puis prendre une douche et sortir avec votre serviette. Mais enfin, quand même, vous avez un peu cherché la merde, mademoiselle. » Alors bien sûr, si on regarde les faits comme ça, elle a un peu cherché la merde. Mais elle avait 2 solutions. Soit de se dire, je vais être de toute façon violée dans la rue. Soit, mektoub, j'ai de la chance. Et peut-être que c'est 2 mecs qui sont bien. Manque de chance, c'était pas 2 mecs qui étaient bien. Et des histoires comme ça, c'est tout le temps. Voilà, c'est l'année dernière. 200 viols par jour, mais c'est hallucinant. Ouais. Donc Caroline de Haas disait quand même quelque chose d'assez vrai, même si tout le monde lui est tombé dessus. Ouais. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont là. Bah oui. Et ils sont là. Les violeurs sont parmi nous, quoi. Je veux dire, 200 viols par jour en France, par jour. On connaît obligatoirement un violeur. Alors, quelle était la question de Caroline? C'était de dire, donc, s'il y a 93 000 viols en France chaque année, ça fait combien d'agresseurs? 1, 2, 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait beaucoup. Parce qu'évidemment, un agresseur ou un violeur peut violer plusieurs femmes. Donc, on va avoir 5 femmes violées, mais un seul violeur. Mais donc, ça fait combien de violeurs sur 93 000 femmes ou combien d'agresseurs sur... Et c'est juste ça qu'elle essayait de dire. Du coup, il y en a combien des agresseurs? On ne sait pas. 1, 2, 3, on ne sait pas. Donc après... Comment tu vois l'évolution positive de ce combat?
Un combat, il y en a qui n'aiment pas le mot combat, moi j'aime bien, mais... Oui, c'est un combat, parce que c'est le combat pour la liberté, pour revenir à notre sujet, au sujet qui nous occupe ce soir. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pouvoir se dire, je vais dormir ce soir à l'abri par 2 mecs que je rencontre qui sont super sympas et qui vont me protéger pour la nuit. Et puis demain, j'aurai le temps, une fois que je me serai, voilà, que j'aurai dormi, d'envisager mon avenir maintenant que je suis à la rue. Donc, ça serait ça l'idéal, ce serait ça quand même, c'est de pouvoir se dire... Voilà, une petite jeune fille comme ça de 18 ans, 2 mecs, je sais pas quel ils avaient, une trentaine d'années, qui est même plus ni d'empathie, ni de se dire mais on va pas violer cette gosse, quoi. Et donc comment on imagine l'avenir ? L'avenir, ça sera effectivement de former. Je voyais tout à l'heure une de tes amies qui disait il faut, ou de tes comment tu dis ? Indisciplinés. De tes indisciplinés, parfait. Qui disait, mais c'était un garçon, je crois, celui qui est geek là. Ouais, Nabil. Ouais, je sais plus comment tu t'appelles. Oui, il faut former les gens. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que, par exemple, les éducateurs et éducatrices spécialisés n'ont pas de formation sur les violences. Or, on sait qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales, 1 sur 5 d'agressions sexuelles. Donc, ils vont fatalement rencontrer des femmes qui sont victimes. Et comme ils ne savent rien, eh bien, ils font comme s'ils n'avaient pas vu. C'est la même chose, évidemment, pour la police. Donc, formation. La formation, je vais te lire un message. Au cœur de tout. Ouais. Je vais te lire un message d'Anna. Il y a également des femmes qui présentent tous les symptômes d'une victime de viol, mais qui n'ont pas conscience d'en avoir subi un: chantage affectif, ambiguïté de la situation, manipulation, inconscience, sommeil, drogue, alcool, etc. Absolument. Ouais. Mes amis, on touche à la fin. Il reste même pas 10 minutes. Je vous propose de poser une question, chacun pose une question et on va répondre en une phrase, si tu veux bien Marie. Donc c'est notre petit jeu de fin, enfin jeu en tout cas, jeu philosophique. C'était passionnant, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire, que ça concerne les hommes et les femmes, que le Moyen-Âge il n'est pas là où on croit, mais il est bien dans ce que tu peux décrire. En attendant que chacun pose une question, et on répond du tac au tac, on fait ce ping-pong final comme à notre habitude. J'aimerais que tu nous donnes un conseil aux jeunes femmes qui ont 17-18 ans. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour éviter tout ça et combattre et s'engager ? Quel dialogue t'aimerais avoir en tête-à-tête avec une jeune femme de 17 ans ? Alors moi je vais t'étonner, mais moi j'ai pas envie de parler aux filles de 17 ans, j'ai envie de parler aux garçons de 17 ans. Allons-y, ça marche. J'ai envie de leur dire... Moi, j'ai une fille qui a un conjoint. Et un jour, on discutait avec lui. Et puis, il me disait, tu sais, moi, depuis très longtemps, quand je marche derrière une femme et qu'on est seul dans la rue, je change de trottoir. Et je dis, ah bon, mais pourquoi tu fais ça ? Il me dit, parce que je pense qu'entendre des pas derrière soi quand on est une femme, ça doit faire très peur. Et donc, depuis que je suis très jeune, je change de trottoir. Je dis, mais toi, t'es vraiment un mec génial, quoi. Eh bien voilà, c'est ça que je dirais à un gars de 17 ans. Fais attention parce que même si tu es un mec bien, parce que par exemple ce garçon dont je parle, c'est un type évidemment formidable, même si tu es, justement parce que tu es un mec bien, eh bien dis-toi que la femme ou la fille qui est devant toi, qui marche devant toi, qui marche à côté de toi, ne le sait pas. Donc, fais attention toi à comment tu te comportes. Voilà, c'est ça le plus important. Et quand toi, tu te comporteras comme ça, le jour où il y aura plein de gars comme mon gendre, eh bien ce jour-là, l'espace public, il sera formidable parce qu'on pourra rentrer la nuit sans avoir peur et que la conséquence, elle sera immédiate. C'est-à-dire que je saurai que dans la rue, je pourrai m'appuyer sur un garçon et non pas un garçon qui m'amènera à l'hôtel pour me violer au lieu de me protéger. Super. On prend quelques questions répondues du tac au tac. Alors, Alexandra qui nous dit « Une psychologue m'a dit que de nombreux pédophiles travaillent comme éducateurs. » Je sais pas, j'ai pas de chiffres, sûrement. On sait très bien que les pédocriminels, on les retrouve chez les curés, chez les profs. Donc évidemment, c'est des endroits idéaux pour pouvoir avoir les proies à portée de main. Donc évidemment, on peut imaginer qu'un éducateur qui travaille pour l'aide sociale à l'enfance, c'est du pain béni pour lui. Il va être en internat, il va être avec des enfants, il pourra faire ce qu'il veut. Et là encore, ce sera l'omerta, parce qu'évidemment, le système se
protégera lui-même de ce qu'il a fabriqué, de ce qu'il a créé. Donc les enfants seront violés pendant des années sans que personne le sache. Il y a un très joli livre d'un garçon qui s'appelle Lies Loufoque, qui a sorti un livre qui s'appelle Dans l'enfer des foyers. Et c'est un garçon qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire son témoignage et son expérience dans ce bouquin. Comment tu écris son nom? Lies, ça s'écrit L-Y-E-S, et Loufoque, L-O-U-2-F-O-C-K. Et son livre, c'est Dans l'enfer des foyers. Super. Donc tu as raison, en effet, il doit bien y avoir obligatoirement des pédocriminels, notamment à l'aide sociale à l'enfance, ça c'est évident. Ouais. Nabil qui dit oui, il faut former, il est pour la formation, parole de geek. C'est donc bien lui qui avait dit ça. Oui, il est au Maroc d'ailleurs. Ah, Zbaher, la base. Oui, parce qu'elle a grandi à Rabat. Alors, je crois qu'il est de Casa d'ailleurs. Alexandra, l'éducation nationale en est où pour la prévention dès l'école maternelle, comme dans les pays du Nord? Eh bien, il semblerait que là, le ministre de l'Éducation nationale, après avoir dit, quand il n'était pas ministre, que les ABC de l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem, c'était une horreur, mais il semblerait que finalement, ils les reprennent. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est dommage qu'on ait perdu autant d'années. Mais oui, là encore, on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de résistance. On a vu, à l'époque des ABC de l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem, des gens qui sont descendus dans la rue en disant « Ne touche pas à mon stéréotype, mon fils va devenir homosexuel ». Parce que c'est marrant, ça dérange toujours plus les gens que leurs fils deviennent homosexuels que leurs filles deviennent lesbiennes. Mais bon, ça c'est un grand mystère aussi, parce que leur angoisse c'était quand même leur petit garçon. C'était pas trop les petites filles, c'était leur petit garçon. Mon Dieu, ce sera pas un petit garçon qui va être dominant si on lui explique qu'il y a des pays où les garçons portent des robes, des jupes, enfin bref, que c'est en fonction des lubies de chaque société que les garçons ont le droit ou pas le droit de porter des robes, et ça a rendu fou tout le monde. Oui, dit Hélène, oui, pour la peur des pas, il a raison. Ah oui, des pas. Oui, de mon gendre. C'est mon cas la nuit dans la rue déserte, dit Hélène. Exactement. Voilà. Je crois que c'est le cas de toutes les femmes, Hélène. Je connais pas beaucoup de femmes qui disent, moi, la nuit, je rentre tranquille et quand j'entends des pas derrière moi, je vais en sifflotant. C'est scandaleux au XXIe siècle d'en être encore là, de réserver la ville passé minuit aux hommes. C'est quand même hallucinant. Moi, il y a un truc qui me révolte. Alors, c'est vraiment un truc qui n'a pas grand-chose à... C'est beaucoup plus bénin, mais... J'ai l'impression, à chaque fois que je regarde le sport, les pages sportives dans les JT, j'ai l'impression que c'est adressé aux hommes. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de niche qui s'appelle les actualités sportives, comme si c'était des actualités, et que c'est vraiment spécialement pour les hommes. Ça me scandalise, moi. Ouais. Je suis seul peut-être. Est-ce que vous êtes scandalisé par ça? Non, j'imagine, mais... Moi, ça me scandalise de plus en plus, ce truc. Il y a une journaliste qui fait un super boulot là-dessus, qui s'appelle Isabelle Germain, et qui a monté un journal qui s'appelle Les Nouvelles News, et qui a beaucoup travaillé lorsqu'elle était au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes là-dessus. C'est-à-dire non seulement il y a les inégalités évidentes, et puis après il y a les inégalités moins évidentes. Par exemple, on va voir à la télévision des gens qui vont parler des tremblements de terre. Eh ben, ce qui va être un peu émotif, etc., ce sera une reporter. Et puis, dès lors qu'on va parler scientifique, hop, on va avoir l'expert. Exactement. Donc, elle a fait des travaux qui sont absolument passionnants. Et évidemment, l'équipe, le journal de l'équipe, les femmes occupent une mais même place, les JT nationaux sur les chaînes France Télévisions, c'est hallucinant. Oui, il faut changer de trottoir. J'ai appris, dit Nabil, à le faire avant de comprendre le phénomène pleinement, car j'aimais pas les voir se retourner pour comprendre ce qui se passe. Ben, c'est super, Nabil, voilà. On me sent bien. Tu vas devenir copain avec mon gendre. Voilà. Il y en aura au moins 2. Géraldina, merci pour cette belle rencontre virtuelle. Cette dame incarne pour moi un féminisme positif. Merci. Anna, existe-t-il des soins psychothérapeutiques gratuits, femmes en situation précaire? Alors oui, on peut trouver ça avec les passes, ça s'appelle les passes pour accéder à l'hôpital. Et sinon, il faut s'il n'y a pas autour d'elles, il faut les aider à avoir une CMU et ensuite consulter dans les CMP, etc., où ça peut être gratuit. Ouais. Super, c'est un réel stress, c'est pas. Ouais. Oui, on le voit, voilà. Bon, mes amis, je prends les dernières questions, le temps de se dire au revoir. S'il y a vraiment une question qui vous brûle, c'est maintenant. Cette vidéo live va être sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker.
Il faut être très proactif, hein. Vous êtes trop timide encore dans les partages et pourtant c'est ce qui fait vivre une chaîne et surtout la pensée qu'on a pu déployer avec Marie. Voilà, vous avez vraiment, je pense, découvert Marie parce qu'elle fait beaucoup d'interventions médiatiques mais c'est toujours très professionnel. Là, je pense qu'on a pu vraiment défricher un peu le terrain. Quels sont tes prochains combats, tes prochaines actions? C'est quoi pour toi le printemps qui vient? C'est quoi pour Marie? Le printemps qui vient, ça va être vraiment que ce soit nous, les citoyens et les citoyennes, qui nous emparions de cette formation d'autres citoyens et d'autres citoyennes sur les violences sexuelles. C'est très important, tu l'as dit tout à l'heure, c'est difficile de comprendre quand même lorsqu'on s'intéresse, c'est vraiment un sujet complexe. Eh bien, on veut former des citoyens et des citoyennes pour qu'à leur tour, ils forment et qu'il y ait un maximum de femmes qui puissent être écoutées en sécurité et qui puissent, si elles le souhaitent, hein, parce que ça c'est important de dire ça aussi aux victimes, ce n'est pas obligatoire de porter plainte. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie de porter plainte et c'est leur droit le plus absolu. Donc il faut par contre les accompagner. Il y a d'autres choses à faire que porter plainte. Il faut toujours s'assurer qu'elles vont avoir des bénéfices à porter plainte et non pas l'inverse. Et donc ce n'est pas un dogme de porter plainte. C'est vraiment en fonction des personnes, le temps qu'il faut, le rythme de chacune. Et on est un certain nombre aujourd'hui, notamment avec le groupe F, hein, qui allons former des citoyens et des citoyennes pour qu'à leur tour, ils puissent entendre, accompagner et orienter. Ça s'appellera comment tout ça? Pour l'instant, ça s'appelle encore le groupe F. C'est bien, c'est sur Facebook, vous pouvez le trouver facilement. Ils font des vidéos magnifiques et voilà, donc rejoignez-nous. Voilà, on a super. déjà formé en vrai, pas en virtuel, une centaine de personnes qui venaient de toute la France, hein, des hommes comme des femmes, hein, et qui à leur tour vont revenir dans leur ville et former les personnes qui les entourent ou des inconnus pour qu'à leur tour, voilà, on espère bien que ça va faire boule de neige. C'est payant? Pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Super, c'est l'éducation populaire dans sa splendeur. Exactement, voilà. Et quand on fait du travail social, l'éducation populaire, c'est quand même notre façon de penser le monde. Je finis juste par une dernière question. C'est cinquantenaire de mai 68. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce 50 ans après mai 68, et qu'est-ce que ça t'évoque, cet événement? Moi, je passais au travers, hein, j'avais 10 ans, je vivais au Maroc, on recevait des Paris Match sous le manteau, avec des garçons et des filles qui prenaient la Bastille, mais tout ça était très secret, et donc, et ce que ça m'évoque, eh bien, je pense je sais pas, on est dans des expériences aujourd'hui, et je ne sais pas si on est sur des mouvements aussi massifs, mais on est beaucoup sur des expérimentations aussi riches les unes que les autres. On l'a vu avec Nuit debout, on l'a vu avec ce qui se passe avec les ZAD, avec des expériences qui sont vraiment passionnantes. Et peut-être que la lutte va prendre d'autres formes qu'on ne connaît pas encore, et que ces personnes-là sont peut-être les précurseurs d'une autre façon d'engager la lutte, la résistance. Une néo-résistance. Oui, exactement. Très bien, je te remercie Marie. Demain, mes amis, je vous donne rendez-vous à 20h15 sur ma chaîne. On aura Pierre Mikhailov. Oui, tu le connais, tu l'as croisé. Mais on va pas parler de féminisme, on va parler des années... Vaut mieux pas. Voilà, non, vaut mieux pas. Des années 80. Il a fait un très beau livre sur le culte des années 80, de Casimir à Goldorak. Bref, toute mon enfance, peut-être la vôtre. En tout cas, tous enfants des années 80, c'est demain à 20h15 en direct. Prévenez vos amis. Merci Marie, c'était un grand moment. Merci beaucoup. Et on fera un autre live prochainement, j'espère, quand on aura avancé sur tout ça. Avec plaisir. Merci. Ciao. Au revoir les amis. À bientôt. Partagez.